Attention, vous écoutez un programme audioactif. The king selects a new victim, chosen by lot, girls, virgins. Your king's made a pact with a monster. But your children were dying! Only a few. Does that sound cruel? Blacksmith, have you ever forged a weapon? An edge like no other on this earth. Dragon Slayer. Coming from Paramount Pictures. Bonjour à tous et bienvenue dans la Thrilling Zone. Pour ce nouvel épisode, nous voyageons dans les contrées sombres et torturées d'une œuvre d'heroic fantasy coproduite par Walt Disney Pictures et Paramount Pictures. Le Dragon du Lac de Feu, réalisé en 1980 par Matthew Robbins pour un budget de 18 millions de dollars. Au niveau du pitch, la population de Hurland vit sous la menace d'un terrible dragon nommé Vermitrax. Le roi, Cassiodorus, offre régulièrement des jeunes femmes en sacrifice pour apaiser le monstre, et en profite au passage pour asseoir son autorité sur le peuple avec un réel régime de terreur. Une délégation, dont un certain Valéric, vient trouver le mage Ulrich pour qu'il les aide à vaincre le dragon. Afin de démontrer son pouvoir, Ulrich demande qu'on le poignarde, mais sa démonstration vire à la catastrophe quand celui-ci décède. Le groupe n'a pas d'autre choix que de se retourner vers Galen, son apprenti, doté d'une amulette de pouvoir et des quelques talents qu'il a réussi à glaner de la part de son maître. Contre toute attente, Galen parvient à vaincre Vermitrax dès la première rencontre et à l'ensevelir dans un éboulement, devenant ainsi l'égérie des habitants, mais aussi une menace pour le roi qui était bien content d'être tout puissant. La grande question est, Vermitrax est-il bien mort ? La réalisation est confiée à Matthew Robbins. Né en 1945, Matthew Robbins est davantage un scénariste qu'un réalisateur. En tant que réalisateur, il n'affiche qu'un seul crédit avant ce film, la comédie Corvette Summer avec Mark Luke Skywalker Hamill. On notera par la suite le film d'action Légende de Billie Jean avec Helen Supergirl Slater et le sympathique Miracle sur la 8e rue des studios Amblin de Steven Spielberg. Par contre, côté scénariste, il y a du lourd. Le court-métrage THX 1138, celui qu'avait présenté George Lucas à la fin de ses études, Sugarland Express de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type de Steven Spielberg aussi, avant de passer avec Guillermo del Toro pour Mimic, Don't Be Afraid of the Dark, Crimson Peak et bientôt sur nos écrans, le Pinocchio de Guillermo del Toro. Au niveau du casting, nous retrouvons Peter MacNicol, acteur né en 1954. Le Dragon du Lac de Feu est son premier film. Il affiche 77 crédits d'acteur voix avec une combinaison de films, téléfilms et surtout beaucoup de séries télé. Mais les fans que nous sommes le connaissons surtout pour SOS Fantôme numéro 2 de Ivan Reitman où il joue Janosz Poa, le conservateur d'art efféminé totalement amoureux de Dana Barrett dont Peter Venkman se moque en permanence et qui finit possédé par le terrible Vigo des Carpates, la terreur de Moldavie. Les amateurs de séries le connaissent bien sûr avec son rôle de John Cage dans la série Ally McBeal. Il joue le rôle de Galen. Ralph Richardson est un acteur britannique né en 1902 et décédé en 1983, donc peu de temps après la sortie du film. Il affiche 86 crédits d'acteurs composés de films et de séries télé. Il joue notamment dans le Docteur Zhivago, mais personnellement je le connais surtout pour son rôle dans Greystoke, la légende de Tarzan de 1984, avec notre Cri-Cri national. Il joue le rôle du mage Ulrich.
Dragon Slayer, de son titre original, fait partie de ce que j'appellerais les films sombres de Disney. Des films avec un pitch fantastique ou tout public, mais dont le traitement le rend soit horrifique, soit difficile d'accès à un certain public. J'y inclus Tron, le premier, Le Trou Noir, La Foire des Ténèbres, Les Yeux de la Forêt et même La Montagne Ensorcelée. Le film est écrit par le réalisateur Matthew Robbins et Al Barwood, scénariste du vrai Indiana Jones numéro 4, The Fate of Atlantis. Petite note personnelle. Comme nous l'avons vu, excite donc le conte de fées coloré, je le cite, « Notre film n'a pas de chevalier en armure brillante, pas de fanion qui vole dans la brise, pas de dame délicate agitant un voile des châteaux à tourelles, pas de Saint Graal. Nous avons plutôt décidé de créer un monde très étrange, des valeurs et des coutumes étranges, imprégnées de superstitions, où les vêtements et les mœurs du peuple sont rudes, leurs maisons et villages primitifs, de sorte que l'idée de la magie fasse partie naturelle de leur existence. Le script a souffert de refus de plusieurs studios pour des raisons à la fois de budget mais aussi d'inexpérience des deux scénaristes. David Burnett a créé le design du dragon et la réalisation a été confiée à Industrial Light and Magic, dont ce sera la première production en dehors de Lucasfilm. Le travail est sous la supervision de Phil Tippett, qui avait co-développé la technique d'animation appelée Go Motion pour l'Empire contre-attaque. Go Motion est une variante de l'animation en stop motion. Le dragon Vermitrax est un modèle hydraulique de 12 mètres, associé à 16 marionnettes, chacune conçue pour des mouvements différents. Voler, ramper, respirer, cracher du feu. La bestiole est transportée au studio Pinewood par des Boeing 747 Cargo. Ken Ralston a été affecté aux scènes de vol. Il a construit un modèle avec un squelette en aluminium articulé afin de lui donner une grande liberté de mouvement. Ralston a tourné des films d'oiseaux volants afin d'intégrer leurs mouvements dans le modèle. Au niveau des décors, Elliot Scott a été embauché pour concevoir des décors du monde du 6e siècle du film. Il a converti temporairement un château du 13e siècle en une forteresse délabrée, celle d'Udric. Ensuite, Scott a construit le village entier de Swancombe sur une ferme en dehors de Londres. Il construit l'intérieur de la tanière du dragon à l'aide de 710 mètres cubes de polystyrène et de 40 tonnes d'ardoise et de schiste gallois. Les plans des paysages gallois et écossais ont été complétés par 3 douzaines de matte painting. Côté anecdote, vous les retrouverez de la bouche même de Peter MacNicol. L'un des modèles faisait 5 mètres de haut. En tant que Galen, je devais sauter sur son dos et enfoncer une lance dans son cou. Pour faire bouger le dragon, ils ont démarré le système hydraulique et là, la machinerie est devenue totalement folle. Vermitrax a agi comme un chien attaquant une chaussure, avec moi jouant le rôle de la chaussure. Je suis tombé et j'ai atterri sur ma propre lance. C'était supposé être un alliage non pliable, mais j'ai réussi à le plier. Autre anecdote, Peter MacNicol avait initialement une doublure, mais cette doublure, visiblement, avait relativement peur et était beaucoup trop prudente dans les scènes, ce qui fait que les scènes n'étaient pas bonnes, devaient être faites, et au final, c'est Peter MacNicol qui a dû jouer lui-même toutes les scènes qui le mettaient en danger. Donc une belle performance. À sa sortie, le Dragon du Lac de Feu est un échec. Avec ses 18 millions de dollars de budget, il ne rapporte aux États-Unis que 14 millions de dollars. Par contre, il devient toutefois un grand classique et un succès dans les vidéoclubs. Il est de plus nommé pour l'Oscar du meilleur effet visuel. Alors pourquoi ce film ? Parce que c'est un des pionniers de l'heroic fantasy au cinéma, que l'univers est immersif et que Vermitrax est un des plus beaux dragons que j'ai vus, et que Guillermo del Toro est totalement d'accord avec moi, donc voilà. Plus sérieusement, le film n'est pas facile d'accès. Je me souviens déjà petit qu'il y avait dans ma section Disney, dans les étagères VHS, des cassettes blanches avec des films tels que Condorman, La Coccinelle, L'île sur le toit du monde, etc., etc. En début de film, quand je l'avais rembobiné, se trouvaient les bandes annonces. Celle du Dragon du Lac de Feu montrait un homme avec un bouclier dans l'obscurité quasi totale. Était-ce la nuit, une caverne, des flammes sur l'eau et une immense forme noire qui sort peu à peu derrière lui. Flippant. Pourtant, j'étais biberonné à la Hammer Film, mais là, ça me plaisait pas trop. Je l'ai donc vu bien plus tard, vers l'âge de 16 ans. Et ce fut une excellente surprise. Il faut une certaine dose de maturité pour apprécier le film. Il est sombre et gris, vraiment gris.
Vous prenez Excalibur de John Boorman avec la dernière partie où il cherche le Graal et vous y êtes à peu près. Il a de plus un peu vieilli, ce qui le rend encore plus austère. Mais ne vous arrêtez surtout pas là. L'histoire est vraiment bonne et l'univers, une fois qu'on l'accepte, est bien cool. Le dragon, comme je vous l'ai dit, vaut vraiment le détour, il est super bien fait, l'animation en go motion est bien, il n'y a pas les saccades de la stop motion et les scènes de bataille, de magie et de combat aérien sont vraiment superbes. La musique d'Alex North, rugueuse et virulente avec toutes ses trompettes, colle parfaitement au climax. Je vous invite donc à le découvrir ou à le redécouvrir. Pas d'édition Blu-ray disponible, mais vous le trouverez d'occasion en DVD dans une très belle numérisation. Alors foncez voir Le Dragon du Lac de Feu, c'est une très bonne expérience, c'est un classique. Allez-y. À bientôt.